Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Autodafé, la troisième version. Cette fois-ci, c'est une spéciale pour Noël. Nous espérons avoir pour vous des cadeaux pour tout le monde. Alors, on a sélectionné quelques catégories de population qui vont servir pour vous proposer des livres. Nommément, nous avons une catégorie enfant, une catégorie jeune ado, une catégorie adolescent, une catégorie jeune homme à red pilé, une catégorie lecteur red pill expérimenté, une catégorie boomer, bon ça ce sera pour vos parents, une catégorie gauchias, ça ce sera pour votre beau-frère que vous n'aimez pas, une catégorie cousine féministe, bon bah là c'est explicite, ce sera pour votre cousine et si elle est féministe surtout. Voilà, aujourd'hui nous ne faisons pas la critique acerbe d'un livre, mais nous allons vous parler des livres qu'on aime et des livres que vous allez pouvoir offrir à Noël aux membres de votre famille, parce que toutes les familles ont des boomers, ont des gauchias, ont des féministes, ont des jeunes, voilà, il y a tout dans toutes les familles, donc il y en aura pour tous les goûts. Je tiens à préciser que nous ne touchons pas un rond sur les ventes de ces ouvrages. Nos conseils de lecture sont donc sincères. Et je précise également deux règles que nous nous sommes fixées pour cet exercice. Tout d'abord, ce sont des livres que nous avons réellement lus. Et ensuite, ce sont des livres qui sont disponibles en France à l'heure actuelle. Voilà. Le concept d'Autodafé, c'est qu'on ne parle jamais de livres que nous n'avons pas lus. Point. Bon, très bien, maintenant que toutes les règles sont claires, peut-être qu'on peut commencer tout de suite par la catégorie enfant. Ah, moi j'aimerais bien la catégorie enfant, puisque le seul d'entre nous qui a des enfants, c'est ce bon Martial. Oui, peut-être que Martial pourrait commencer. Oui, alors concernant les livres pour enfants, avant d'en venir au titre que je recommande précisément, j'aurais deux petites notes. Tout d'abord, les classiques. Les classiques ne sont pas des classiques par hasard. Ils le sont parce qu'ils ont traversé l'épreuve du temps et continuent à parler aux enfants à travers les époques. Prenez par exemple Le Petit Chaperon Rouge. C'est un conte qui explique aux petites filles que si elles se promènent toutes seules, en portant des attributs de séduction, le rouge étant la couleur sensuelle par excellence, des attributs donc qu'elles ne maîtrisent pas, elles vont attirer des prédateurs. Et que ces mêmes prédateurs se trouvent aussi dissimulés dans le lit des adultes, y compris d'adultes, à qui elles font confiance a priori. C'est donc un très sain message de prévention qui se cache derrière le conte. Par ailleurs, même les classiques les plus récents, comme Babar ou Martine, ont des vertus. Deuxième note, il y a des choses à éviter comme la peste. Et en particulier, c'est tous les livres Disney et tous les livres Barbie. Les contes Disney sont un remâchage et une véritable défécation des contes classiques. Et les livres Barbie sont des horreurs absolues. Tenez vos gosses et surtout vos filles éloignés de ces merdes. C'est une horreur. Maintenant, pour en venir aux livres pour enfants que je recommande. Alors, pour les tout petits, à partir d'1 an, les éditions Grund proposent une très jolie collection de livres musicaux. Il y a un peu de tout, mais en particulier le livre sur le jazz, ainsi que ceux sur les grands compositeurs classiques, sont très bien. La qualité sonore est excellente, bien meilleure que ce que fait Gallimard, son concurrent, et les choix d'illustrations et de morceaux sont très bons. Je pense en effet qu'il est important d'initier tôt les enfants au beau. Souvenez-vous que la plupart des gosses n'entendent en fait de musique rien d'autre que des sonneries de portable ou des conneries diffusées à la télé ou à la radio. Prendre le temps de faire écouter à un gamin d'1 ou 2 ans Take 5 ou l'air des bohémiennes dans La Traviata, c'est faire une œuvre hautement éducative. Bon, à titre personnel, ça m'a permis de savoir que ma fille de 2 ans, pour l'instant en tout cas, est plus Bach que Chopin. Pour les enfants un petit peu plus grands, à partir de 4 ans, je recommande Le Magicien d'Oz. De préférence le roman intégral, que vous pouvez lire avec lui, quelques pages chaque soir. D'abord, c'est un plaisir de faire la lecture à son gosse. Et puis, Le Magicien d'Oz, c'est un classique, mais c'est aussi l'occasion de faire rentrer dans la tête de l'enfant très tôt une saine méfiance vis-à-vis des démagogues et des hautes autorités intellectuelles autoproclamées. Souvenez-vous en effet que le fameux Magicien d'Oz est un escroc, et que Dorothy va s'en rendre compte. Donc faites-leur lire et comprendre Le Magicien d'Oz, et ils ne se laisseront plus jamais avoir par un Macron. Voilà. À vous. Moss, t'as peut-être un conseil lecture pour les jeunes enfants ? Alors moi je rejoins frère Martial, enfin mon ami Martial sur le sujet. Appelons-nous frères, même si ça n'est pas... même si nous n'allons brûler personne à la fin. Non, je rejoins Martial sur le sujet parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de contes classiques qui sont aujourd'hui mal vus parce que féminisme,
combat des minorités ou je ne sais quelle idiotie du moment oblige. Mais les contes classiques ont beaucoup de choses à apprendre, et en particulier j'avais envie de parler de Riquet à la houppe, un conte relativement court, hein, c'est une dizaine de pages, hein, pas plus, qui illustre assez bien la loi de Briffaut. Alors pour les lecteurs Red Pill les plus expérimentés, vous savez que c'est cette loi qui explique que, a priori, si l'homme n'a plus rien à offrir, la femme s'en désintéresse. Eh bien, la loi de Briffaut est assez bien illustrée dans ce court texte. C'est là la magie en fait des contes pour enfants tels que donnés par Charles Perrault. Ils arrivent, même dans des textes très courts, à destination d'un public très jeune, à faire passer des idées qui sont évoluées, qui sont avancées, qui sont complexes et importantes, alors que la plupart des contes entre guillemets modernes que vous trouverez dans des Disney ou autres équivalents ne sont que des contes simplistes avec finalement un gentil, un méchant et tout le manichéisme qui les caractérise habituellement. Donc voilà, je voulais faire une petite dédicace à Charles Perrault et à Riquet à la houppe parce que c'est un conte très intéressant et je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus. Il y en a d'autres, hein, Charles Perrault a écrit beaucoup de contes, donc allez puiser dans les classiques de la littérature française. Alors c'est vrai que quand les contes antiques ou anciens sont repris, c'est souvent pour les vider de leur substance subversive et leur intelligence intrinsèque. Donc préférer l'original à la copie, ça je suis tout à fait d'accord avec Frère Moss et Frère Martial. Moi j'ai pas de conseil particulier de lecture pour les enfants, d'abord parce que j'en ai pas, donc c'est quelque chose que je connais assez mal, c'est un grand regret de ma vie, mais je suis encore jeune, j'ai déjà encore tout le temps pour en avoir. J'aurais tendance donc à suivre Martial, à recommander des livres anciens, des contes, des histoires qui avaient une dimension morale, spirituelle. J'ai pas de doute qu'il y a certainement des livres pour enfants très bons qui sortent actuellement. Par contre, j'invite les parents surtout à faire très attention aux ouvrages qu'ils achètent ou qu'ils mettent entre les mains de leurs enfants, parce que parmi ceux qui veulent s'adresser au jeune public, on trouve tous les tarés possibles, tous les idéologues complètement cintrés qui veulent par ce moyen pervertir la jeunesse, qui veulent propager leur dégueulasserie à travers les âges. Alors on sait que Madonna, par exemple, la grande prostituée de Babylone, Gauchias, possédée par tous les démons des enfers, écrit des livres pour enfants. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Madonna écrit des livres pour enfants. Carole Five, dont on a fait le premier autodafé avec Tenir jusqu'à l'aube, qui est une féministe complètement névrosée au dernier degré, écrit également des livres pour enfants. Et pour la petite histoire, je vais vous raconter une anecdote de ma vie personnelle. Il y a 5-6 ans, je bossais dans un bar à vin dans le 6e arrondissement de Paris. J'étais serveur à l'époque. C'est le quartier bien bobo par excellence. Donc j'ai vu défiler du décadent ignoble à la chaîne, du célèbre à l'anonyme. Et parmi eux, il y avait un producteur de porno. Alors je suis désolé, j'ai oublié son nom. Il passait au bar parce qu'en fait, d'abord il habitait le quartier. Et parce qu'avec sa meuf, ils abordaient des filles dans le 6e pour leur proposer de tourner des scènes contre rétribution. Il faut savoir que le 6e, c'est rempli de petites étudiantes désargentées mignonnes et de poufias vénales. Donc voilà. Et ils aimaient, une fois qu'ils avaient fini leur tournée de recrutement d'actrices porno, se retrouver dans notre bar à vin. Et moi, j'étais obligé de me farcir la présence de ce genre de saloperie humaine. Alors la fille du couple, j'en parle pas. C'était une cruche sans aucun intérêt. Par contre, le mec avait vraiment une gueule qui puait le trou de balle. Il était sale, il était dégueulasse à vomir. Et il faisait du porno hyper crade avec... par exemple, je sais qu'il tournait des scènes avec des fausses femmes voilées, ce genre de choses. Bref, il pue à la merde, il pue à la dépravation. Rien que de le voir, ça me donnait la gerbe. Et j'ai fini par apprendre que parmi leurs nombreuses activités, eh bien, ce couple, figurez-vous, écrivait des livres pour enfants et que les livres avaient été édités et que ça leur apportait masse de bif. La littérature jeunesse, c'est un business monumental. Il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire. Quand un dégueulasse comme ça écrit des livres pour les gosses, il en ressortira forcément quelque chose de putride. C'est obligatoire.
Malheureusement, je suis pas en mesure de vous donner le titre de ces bouquins parce qu'à l'époque, c'était le genre de gens que je fuyais comme la peste, donc je m'étais pas suffisamment intéressé au personnage. Mais je vous promets que ce que je vous raconte, c'est pas du fake. Donc méfiance avec les livres pour enfants. C'est un repère de psychopathes qui veulent faire de vos enfants des putes. Bon, eh bien, nous passons du coup aux adolescents. Les jeunes adolescents. Jeunes adolescents. C'est quoi jeunes adolescents? C'est 9-13 ans? Voilà, c'est autour de 10 ans. Alors, pour le jeune ado, moi je recommande très fortement Sa Majesté des Mouches. Alors si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire, durant la Seconde Guerre mondiale, d'un avion qui transporte les pensionnaires d'une école militaire, qui se crache sur une île déserte dans le Pacifique. Et on a donc une centaine de jeunes garçons, entre 8 et 14 ans, qui vont devoir s'organiser tout seuls, survivre comme ils peuvent, et recréer une société. Alors ça commence comme une gentille Robinsonade exotique, et ça finit dans le feu et le sang, avec des meurtres, des sacrifices humains, etc. Ça ressemble à un roman d'aventure, et c'en est un, mais c'est surtout une réflexion sur la nature humaine, et sur la part de violence et d'obscurantisme qu'il y a en chacun de nous. C'est très hobbesien. Alors pour ceux qui voient pas ce que ça veut dire, Hobbes, c'est l'inverse de Rousseau concernant la nature humaine. Rousseau pense que l'homme sans la société est naturellement bon, je schématise, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros. Et voilà. Et Hobbes dit non, l'homme est un monstre, il a besoin de la société pour ne pas le rester, quoi. C'est la société qui civilise l'homme. Donc Sa Majesté des Mouches, c'est très hobbesien. C'est très bien écrit, c'est très bien traduit, c'est absolument passionnant, et vous pouvez faire lire ça à des gosses à partir de 10 ans. Et c'est un vrai roman Red Pill pour enfants. Alors, Sa Majesté les Mouches, parfait. Pour les jeunes adolescents, d'abord moi, quelque chose que j'aimerais dire, c'est que j'aime pas les choses qui sont spécialement conçues pour les enfants, qui sont spécialement conçues pour les jeunes adolescents. Je pense qu'on est très intelligent quand on est jeune, qu'on est des machines, qu'on est des éponges, et que on peut mettre entre les mains des enfants des livres qui n'ont pas été spécialement pensés pour eux, parce que les jeunes ados, particulièrement à 10 ans, 11 ans, 12 ans, on a des tas de choses dans la tête. Pour les jeunes adolescents, moi j'ai choisi un roman initiatique que j'ai lu très jeune aussi, grâce à mon père, c'est mon père qui m'a fait lire, donc voilà. Et j'ai choisi Martin Eden de Jack London. Pour moi, le roman initiatique, et là je vais te citer Martial, puisque tu as écrit un article formidable sur le monomythe, sur l'idée que les mythes sont finalement tous identiques, le mythe est quelque chose d'universel. Le roman initiatique, c'est l'équivalent moderne du mythe antique. La trame est un peu toujours la même, on suit le parcours d'un personnage jeune, souvent sur plusieurs années, et on assiste à sa découverte du monde, quelque part à sa désillusion. La différence entre un roman initiatique et un mythe, c'est que dans le roman initiatique, le personnage est désillusionné, alors que dans le mythe initiatique, le personnage découvre quelque chose de fantastique, mais il faut croire qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien d'extraordinaire à découvrir. Il y a un aspect rituel dans le roman initiatique que j'aime beaucoup, et quand on en lit un très jeune, on comprend pas forcément tout de suite, mais c'est comme si vous voulez les paroles d'un père, on les garde avec soi, et elles prennent du sens avec le temps, elles prennent en profondeur avec le temps, et Jack London, je trouve que c'est un bon père, quoi. Alors pourquoi Martin Eden? D'abord parce que c'est très facile à lire, franchement, au niveau écriture, vous pourrez pas trouver plus simple, quoi. C'est sujet, verbe, complément, point, sujet, verbe, complément, point, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Dans le livre, Martin Eden, c'est un personnage au cœur pur, c'est une brute au cœur pur, c'est bien les personnages qui ont une pureté d'âme. C'est un marin, il est très jeune, il a à peine 20 ans au début du livre, et puis un jour, par hasard, il prend la défense d'un autre garçon, un petit riche, et ce petit riche, pour le remercier, va l'inviter à dîner dans sa famille. Et à cette occasion, Martin Eden, qui est vraiment le bas-fond du prolétariat, quoi, il va découvrir le monde de la bourgeoisie qui lui est totalement inconnu, et surtout il va tomber amoureux de la sœur du jeune garçon qu'il a invité, Ruth. La jeune fille s'appelle Ruth, et il va déployer des efforts surhumains pour la conquérir. Donc le défi principal pour la séduire, Martin Eden a tout de suite cette intuition,
c'est qu'il doit lui-même accéder à la bourgeoisie. Jamais Ruth jamais une belle héritière ne tombera amoureuse d'un pouilleux, si pur soit son âme, ça n'existe pas. Donc il va travailler pour comprendre les codes, pour se faire accepter de la bourgeoisie, et au fur et à mesure qu'il s'y essaye, parce que j'ai pas envie de spoiler l'auditeur, au fur et à mesure qu'il s'y essaye, sachant qu'il part de très loin, il est analphabète. Dans le livre, il ne s'est jamais lavé les dents de sa vie. Il découvre la superficialité de ce monde, les esprits étriqués, l'hypocrisie, la petitesse, la bêtise, l'inculture crasse, les faux semblants. C'est un ouvrage sans concession sur l'amour, d'abord, parce que Ruth va être impitoyable avec lui. Il va découvrir la nature de la femme. Il croit avoir affaire à un ange, et en fait, non, Ruth n'est pas un ange, c'est simplement une femme. Martin Eden, c'est clairement donc un ouvrage red pill sur les relations hommes-femmes, mais c'est aussi un ouvrage sans concession du point de vue des injustices sociales. Jack London, c'était un auteur très politique, très axé sur le social, sur les classes, sur les castes, sur la vanité, sur l'injustice. C'est pas forcément un livre très joyeux, mais je crois que c'est un ouvrage majeur, et le personnage de Martin Eden, qui est Jack London jeune, hein, c'est une forme d'autobiographie. C'est un personnage sublime, humainement sublime. C'est une sorte de saint, et c'est un livre magnifique, c'est un livre très triste aussi, et c'est très beau d'offrir ça à un jeune homme. Très bien. Boss? Alors moi de mon côté, mon adolescence a été bercée par beaucoup de livres de science-fiction. Alors je vais faire tout de suite une petite précision, parce que je considère que la science-fiction n'est pas aussi une et indivisible que les libraires veulent bien le faire croire. Pour moi, je catégorise les choses en deux parties. Je considère qu'il y a d'un côté la science-fiction qui s'amuse avec de la science pour finalement pas faire grand-chose, juste dépayser son lecteur, et la science-fiction qui utilise la science à bon escient, qui utilise la science dans le but d'en faire de la philosophie et de la pensée, ce que j'appelle dans mon jargon personnel de la science philosophique. Voilà, et donc dans ce panthéon de la science philosophique, celle qui m'intéresse a priori, bon alors bien sûr il y a des titres anglo-saxons bien connus, 1984, Le meilleur des mondes, les dystopies, les grandes dystopies. Tous les livres de Herbert George Wells qui sont de science-fiction peuvent être cités à cet exemple. Et en France, nous avons, moi je dirais, deux précurseurs de la science-fiction française, deux précurseurs de la science philosophique française, qui sont d'un côté, et ça va peut-être vous surprendre, Vercors, et de l'autre, René Barjavel. Alors pourquoi je cite Vercors ? Vercors, je le cite par rapport à son livre « Les animaux dénaturés », qui est une réflexion monumentale sur la place de l'homme, le rôle de l'homme par rapport à l'animal. Et René Barjavel, c'est un peu mon petit coup de cœur de l'adolescence que j'ai découvert par son premier roman qui s'appelle Ravage, publié en 1943. C'est un ouvrage qui devra plaire même à Ralph, puisqu'il est habité, littéralement, hanté par la crise du monde moderne de René Guénon. Ah bah tout à fait. Donc c'est un ouvrage qui est construit sous la forme d'une crise. Alors cette crise, c'est la disparition de l'électricité par changement des propriétés de la matière, et qui se prolonge avec donc un personnage principal qui fuit Paris pour aller retrouver la campagne, pour aller retrouver la vraie vie au dehors. Je n'ai pas envie de révéler tous les détails de l'affaire. Il y a pour aussi, survivre. Pour survivre. Ouais. Il y a aussi une histoire d'amour, il y a aussi la disparition de plein de ses proches, il y a aussi... il y a tout un tas de choses très intéressantes. Pour moi, c'est un ouvrage absolument fondamental et absolument génial pour un adolescent. Déjà parce qu'il est facile à lire, enfin relativement facile à lire, peut-être un peu plus difficile que le livre que tu proposes, Ralph, mais c'est un ouvrage de doute au milieu d'un univers de certitude. Et pour moi, l'adolescence est caractérisée par le doute. En fait, il faut s'adapter à la personne à qui on va offrir le livre. Si on a quelqu'un qui n'aime pas lire, on ne va pas lui offrir quelque chose de totalement inaccessible pour un non-lecteur. Il faut avoir cette bienveillance de trouver le livre qui va plaire et qui va réussir à intéresser. Sur la SF... Attends, j'ai pas fini. Pardon. Donc j'étais en train de dire, le livre est un livre de doute au milieu d'un univers de certitude, c'est-à-dire qu'on a tendance à voir la modernité comme quelque chose d'acquis, comme quelque chose d'incontournable, d'indispensable.
finalement, on ne se pose jamais la question de savoir si la modernité peut faillir. Et Barjavel pose cette question, la met sur la table. Attends, parce que j'aimerais finir ma phrase, Ralph, avant que tu me coupes. Certes, il y a un doute qui est un peu excessif, parce que les propriétés électriques de la matière sont relativement peu susceptibles de changer du jour au lendemain, mais quand même, ce doute sur l'électricité, regardez par exemple quand on entend parler de hack, de centrales électriques, etc., ça pourrait être aujourd'hui, ça pourrait être demain, enfin, ça pourrait tout à fait arriver. Et il n'y a pas de certitude en fait sur la modernité n'est pas une certitude, la modernité n'est pas une assurance vie ni une garantie. Le progrès n'est pas une science exacte, et comme je citais Jack London, il a écrit un formidable, mais c'est plus une nouvelle qu'un livre, qui s'appelle La peste écarlate, où c'est une forme de peste dont on ne sait pas grand-chose, qui a décimé 99,9% de l'humanité. Et le dernier survivant qui a connu le monde d'avant voit ses petits-enfants finalement redécouvrir le monde depuis la préhistoire. Et c'est aussi un livre fascinant. Alors du coup, je vais finir. Donc en plus, oui, tu m'as un peu beaucoup parlé là. En plus de ça, le livre professe un retour au réel. Et en cela, il est précurseur de tout mouvement intellectuel qui s'oppose au SJW et à l'idéologie moderne qui est poussée jusqu'à l'absurde, complètement détachée des faits et du réel. Ravage confronte son personnage principal, mais aussi le lecteur, au monde réel. Et enfin, c'est un livre qui est quand même profondément optimiste. Et c'est ça que je trouve assez puissant, c'est que malgré l'effondrement de tout, Barjavel arrive à nous donner une vision optimiste de l'état de nature, de règles de vie de communautés qui sont simples et saines, et montrer qu'il y a une alternative au progrès et à la modernité et qu'on peut y être heureux. Voilà, donc ça serait ma sélection pour les ados. Quoi qu'il arrive, la vie continue. Je vais rebondir puisque tu suggères de la SF. Je n'avais pas pensé à en parler, mais il y a 3 titres là qui me viennent en tête. Là, on est plus dans l'ado jeune homme. En très bonne SF française, il y a Malville de Robert Merle. Lisez Robert Merle, c'est un très bon. Je vais en reparler un peu plus tard, mais ouais. Ah, ok, pardon. Et d'autre part, de George Martin, l'auteur de Game of Thrones. Alors déjà, je tiens à préciser que les romans Game of Thrones sont pas mal du tout. C'est du génie à l'état pur. Voilà, et y compris d'un point de vue Red Pill, ça se lit très très bien. Mais il a aussi fait de la SF. Il a aussi fait de la SF, et il y a 2 bouquins que vous pouvez lire et que vous pouvez offrir. En particulier, il y a Les Aventures de Teuf, qui sont une série de nouvelles assez marrantes. Et surtout, il y a L'Agonie de la Lumière. L'Agonie de la Lumière, c'est, sur une planète mourante, l'histoire d'un mec qui est le bêta absolu. Le White Knight dans toute sa splendeur. Et... en gros, c'est ça, voilà. Et c'est assez crade ce qui lui arrive. Et donc, comme c'est George Martin, que donc il a le vent en poupe à l'heure actuelle, ça peut bien passer, alors que bon, c'est un roman assez cruel. On a envie de lui offrir plein de trucs parce que le jeune ado, c'est le diamant brut à tailler, quoi. Ouais. Alors, c'est ça. Ensuite, donc, passons à l'ado, et éventuellement, l'ado qui peut-être ne lit pas trop ou n'aime pas trop lire. 15, 16, 17, 18... Voilà. Alors moi, j'ai 2 bouquins à lui conseiller. Le premier, c'est La Cité perdue du Dieu Singe, Douglas Preston. Alors, c'est un reportage, donc c'est une histoire vraie. Le récit va entre 2013 et 2016, et ça raconte la recherche d'une cité précolombienne jusque-là inconnue, quelque part dans la jungle du Honduras. Les mecs ont repéré la jungle par des processus de haute technologie en vol, et c'est de l'aventure de la vraie, c'est-à-dire que y a tout. Il y a la jungle, il y a les serpents, il y a la leishmaniose, il y a les narcos qui hantent les collines. Donc il y a la hot tech pour repérer la cité et analyser ce qu'on trouve. Il y a finalement la découverte. Et au passage, il y a des thématiques intéressantes qui sont abordées, notamment les disparitions de civilisations, c'est-à-dire comment les civilisations meurent.
Et l'autre aspect très intéressant, c'est après la découverte, vous voyez comment d'autres universitaires, concurrents, jaloux, vont leur lâcher les chiens en question étant des social justice warriors, afin d'amoindrir leur découverte et de dénigrer leurs recherches. Ça se lit vite, ça se lit facilement, et c'est absolument passionnant. Et c'est un vrai bouquin d'aventure contemporaine. Et le deuxième, c'est pas un roman. Ça s'appelle Froissartage. C'est un bouquin de Michel Froissart. Alors Michel Froissart, c'était un commissaire de district des Scouts de France. Et son bouquin est consacré à la construction de meubles en bois, sans clous, sans vis, et avec aussi peu de ficelles que possible. Et des instruments rudimentaires. Donc comment, voilà, vous avez un arbre coupé, comment vous allez faire pour construire un abri, des meubles, des tables, des lits, des barrières, tout ça. Et figurez-vous que c'est passionnant. C'est vraiment un bouquin à emmener avec soi, à la campagne ou autre. C'est une excellente manière d'aborder le travail manuel. Moi, j'ai que un regret sur ce livre, c'est que je l'ai découvert à 38 ans et j'aurais aimé le découvrir à 15. Alors, sur le même thème, il y a énormément de vidéos sur YouTube. Ouais. Si je ne me trompe, ça s'appelle Construction Paléo, quelque chose comme ça. Et les mecs sont tout seuls dans la forêt. Et avec juste ce qu'ils ont à portée de main, ils construisent des maisons, des puits, c'est formidable, C'est incroyable, fantastique. Primitive Fabuleux. technologie, non? Primitive technologie peut-être, ouais. C'est C'est vachement bien. Ouais. super bien, ouais. Et ouais, pour les jeunes, c'est top. Bah, on aurait aimé qu'on nous apprenne ça à l'école, mais aujourd'hui, quand on a le bac, Exactement. on sait pas réparer un moteur, on sait pas faire pousser une tomate, on sait rien faire, quoi. Il faut apprendre ça aux jeunes. Et donc, vous, pour les ados, qu'est-ce que vous proposez? Vas-y. Ben, moi, je vais me baser sur mon histoire personnelle. Quand j'étais adolescent, j'ai un père qui était un très gros lecteur et qui écrivait. Et d'abord, quand je lui piquais un bouquin dans sa bibliothèque et que je lisais la préface, il m'arrachait le livre des mains, il arrachait la préface. Et il me disait le texte. Très important. Rien à foutre du jargon universitaire de baltringue quand on écrit sur le bouquin que vous êtes en train de lire. Vous vous faites votre propre idée. Et un bouquin qui m'a beaucoup marqué, et pourtant c'est un auteur, vraiment, on peut pas faire auteur plus mainstream que ça, c'est Paul Auster. J'étais tombé sur sa trilogie new-yorkaise, et c'est composé de 3 livres, de 3 courts livres, de 3 grandes nouvelles, on va dire. Et parmi ces nouvelles, c'était l'histoire d'un jeune garçon, dont le père était un peu illuminé, on va dire, et il avait enfermé son fils dans une cave, sans contact, sans rien, sans jamais lui parler, pour voir si cet enfant allait réussir à parler le langage de Dieu, le langage d'avant la tour de Babel, le langage de la tour de Babel, le langage originel de l'humanité. Et j'avais trouvé ça d'une intelligence absolue, d'une beauté absolue, fantastique à lire. Et voilà, pour les jeunes qui n'aiment pas lire, bah ça va les faire voyager, ça va leur faire exploser leur cerveau. Et c'est un livre fantastique. Et par la suite, j'ai lu d'autres ouvrages de Paul Auster. Première version, j'avoue, j'ai arrêté complètement de lire les nouveaux livres de Paul Auster, mais j'avais lu toute sa période des années 90. Il avait écrit un livre qui s'appelait Moon Palace, un livre qui s'appelait Léviathan. Il y a une ambiance new-yorkaise. Il écrit sur la faim, il écrit sur la pauvreté. Il écrit sur les mythes, il écrit sur le baseball. Et il a fait également 2 films qui s'appellent Smoke et Brooklyn Boogie, avec Harvey Keitel et un autre acteur dont j'ai oublié le nom, William Dafoe peut-être, qui sont fantastiques. Donc voilà, Paul Auster, c'est magnifique, ça rend heureux, ça rend meilleur, ça fait plaisir. Voilà. Pour un ado, c'est cool. Bon, alors je crains de ne pas être à la hauteur sur celle-là parce que j'ai un livre pour jeune homme ou adolescent, mais j'ai peur qu'il faille quand même un certain niveau de lecture pour pouvoir l'apprécier et le déguster dans toute sa splendeur. C'est Les Nourritures terrestres d'André Gide. C'est magnifique. Pour moi, c'est un monument, c'est un véritable chef-d'œuvre. C'est une de mes dernières grosses claques littéraires. Je ne l'ai pas lu, vous voyez, donc je vais le faire. C'est un livre à déguster en le lisant à haute voix, phrase après phrase, en prenant son temps.
ce n'est pas un livre à lire à l'arrache dans un métro entre deux stations. Et c'est d'une puissance inouïe parce que c'est à la fois hyper poétique, hyper profond. On a des éléments de philosophie, on a des éléments de foi. Il y a une grosse morale chrétienne aussi là-dedans. La meilleure de toutes les morales. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'équivalent dans l'histoire de la littérature parce que c'est un subtil cocktail de beauté poétique, de simplicité biblique, de rusticité pastorale, de confidences intimes et d'observations philosophiques. Pour moi, Gide se rapproche presque de Ainsi parlait Zarathustra, enfin Ainsi parlait Ralphatustra dans la forme, mais avec une puissance poétique décuplée. Et le texte est vraiment admirable. Alors c'est André Gide qui donne des conseils pour l'éducation d'un jeune homme qui s'appelle Nathanaël et qui raconte les conseils que lui a reçus d'un homme qui s'appelle Ménalque. Voilà, j'ai pas envie de spoiler le contenu, mais il y a des choses éblouissantes dans ce livre, en particulier une des scènes qui m'a frappé, c'est celle où il parle de la notion de faim, parce que c'est vrai que de nos jours on ne sait plus ce que c'est que la faim, et il dit qu'il a... FIM. Oui, FIM, Ah, et oui. il dit qu'il a décidé d'arrêter de manger pour redécouvrir la joie et le plaisir de la bouche, qu'il a arrêté de manger jusqu'à être étourdi et évanoui avant de remanger pour apprécier réellement le plaisir de manger. Il y a des choses, c'est vraiment un des plus beaux textes que j'ai jamais lu, relativement court, et voilà, je pense que ça peut vraiment être déterminant pour un jeune homme qui veut en savoir plus. Alors sur la faim, FIM, c'est-à-dire le fait de ne pas manger, il y a un autre livre magnifique de Knut Hamsun qui s'appelle La faim. La faim, c'est un thème littéraire fantastique, et bah voilà, si vous avez connu la faim dans votre vie, vous savez que c'est une sorte d'expérience extrême que vous pouvez même vivre chez vous. Vous arrêtez de manger pendant 4 jours, ça va vous coûter 0 argent et vous allez faire un voyage formidable. Le prochain, c'est pour Le jeune homme arrête de piler. Ouais, Ouais, je commencerai bien sur Le jeune homme arrête de piler. Vas-y, vas-y. on y va. Alors, c'est quoi un jeune homme arrête de piler? C'est un mec qu'on sent prêt à avaler la pilule rouge. C'est un homme qui se berce un corps de tout un tas d'illusions sur tout un tas de sujets, particulièrement sur l'amour. C'est le genre de type qui sent qu'il y a un truc qui déconne, mais qui n'arrive pas encore à mettre des mots, des concepts, qui est encore trop dans la naïveté, qui est encore trop dans la passion. Que lui conseiller comme ouvrage? J'ai envie de dire, tous les ouvrages antérieurs aux années 40-50, 1940-1950 sont red pill. Vous lisez n'importe quel roman, de n'importe quel auteur, du 19e ou du début du 20e siècle, ou de l'Antiquité, ou de quand vous voulez, vous isolez le personnage féminin et vous verrez un portrait absolument sans concession de la femme. On aurait pu choisir parmi des centaines de bouquins, c'est pas ce qui manque. Un qui m'a particulièrement marqué, que j'ai lu très jeune parce qu'il traînait dans la bibliothèque familiale, c'est Le Rouge et le Noir de Stendhal. D'abord pour le style, ou l'absence de style. Je soupçonne Moss Majorum d'y être sensible aussi. C'est une sorte d'écriture limpide, simple, épurée, totalement impersonnelle. C'est un plaisir à lire. Si un jour vous essayez d'écrire, vous allez voir que le plus dur, c'est d'avoir une écriture impersonnelle. Avoir du style, c'est facile. L'histoire, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Julien Sorel. C'est un jeune ambitieux qui essaye de se choper une gonzesse pour progresser dans la société. Et il va se prendre de passion pour une dame qui s'appelle Madame de Rênal. Et par son intermédiaire, il va rapidement faire connaissance avec l'esprit d'intrigue, l'esprit intrigant des femmes. Il va d'abord rejeter les avances d'une des servantes, et cette servante va comploter contre lui pour le faire exclure du château des Rênal, et du coup, Julien Sorel va subir une forme de disgrâce, et du coup, Madame de Rênal ne va plus s'intéresser à lui, alors même qu'il était vraiment à 2 doigts de la pécho. Puis, Madame de Rênal, par la suite, voyant qu'il arrive à se recaser avec une jolie femme de bonne famille, va également lui casser son cou, cette fois avec Mathilde de la Mole, fille de marquis, très jolie, et elle va écrire une lettre à son père pour dénoncer, soi-disant, son ambition, ses mœurs dépravées. Et furieux de cette lettre qui met son avenir en jeu, Julien Sorel va tenter de tuer Madame de Rênal dans une église de 2 coups de feu, et il la rate. Il va donc en prison, il a le statut de criminel,
Et là, très étrangement, ce statut de criminel, plutôt que de l'éloigner de tous, va en fait le rapprocher à la fois de Mathilde, de sa deuxième amante, et de Madame de Rênal, parce que, bien sûr, il va devenir le bad boy fascinant. À partir de ce moment-là, elles vont devenir toutes mielleuses, toutes gentilles, elles ne seront qu'intention pure envers Julien Sorel. Bref, Le Rouge et le Noir, c'est un manuel de fonctionnement du cerveau féminin. Ça montre à quel point les femmes sont perfides, à quel point elles sont inconstantes, irrationnelles, capricieuses, insatisfaites chroniques, émotives, sentimentales, dramatisantes, amorales, c'est-à-dire qu'elles sont dénuées de morale, totalement amorales. Pendant tout le livre, c'est un livre drôle en fait. Pendant tout le livre, ses amantes vont lui casser les couilles à un point stratosphérique. Et quand Julien Sorel en a vraiment trop ras le cul, il va se balader dans la forêt de Meudon. Et justement, à l'époque où je lisais le livre, j'habitais à côté de la forêt de Meudon. Donc, quand je me promenais dans le bois de Clamart, j'avais l'impression de marcher sur les pas de Julien Sorel. C'est très éclairant. Un type proche de basculer du côté obscur de la pilule rouge, eh bien, il va sans doute, sans que vous ayez besoin de trop l'aiguiller, reconnaître des situations, reconnaître des comportements qu'il a connus, et il se rendra compte d'abord qu'il n'est pas fou, ensuite qu'il n'est pas fou, qu'il n'est pas seul, et que tout ce qu'il est en train de vivre finalement est connu depuis toujours. Voilà. Le Rouge et le Noir, c'est un bouquin fou. C'était le livre de chevet de Jacques Vergès, l'avocat, parce que c'est dans l'analyse du fait divers et dans l'analyse du crime, on n'a jamais fait mieux. Voilà. Boss. Alors de mon côté, du coup, on va reparler de Robert Merle, parce que j'ai envie de vous parler des Hommes protégés. Un récit relativement méconnu en fait, pas très... Enfin, je pense qu'il est facilement... Alors moi je pense qu'il est pas si méconnu que ça parce que je l'ai lu. Oui, je sais que tu l'as lu, mais... Non mais alors que je suis pas tellement SF, mais... Je suis pas sûr qu'il soit disponible immédiatement à la FNAC sans le commander par exemple. Je pense que ça a été un gros succès, mais je sais pas, peut-être je me trompe. Je ne sais pas. Bref, c'est un ouvrage d'anticipation, une fois encore, qui imagine que les hommes fertiles sont frappés par une mystérieuse épidémie d'encéphalite qui décime la population masculine. Le reste de la population masculine se partage entre des hommes qui acceptent de se faire castrer pour éviter le virus et les hommes qui veulent rester des hommes et sont parqués dans des réserves militarisées. Le personnage principal est l'un de ceux-ci et il assiste impuissant à la prise du pouvoir par les femmes et il assiste aussi aux nombreuses dérives qui l'accompagnent. Donc, ça, c'est pour vous donner le pitch. Je n'ai pas envie d'entrer trop dans les détails parce qu'il y a plein de rebondissements, c'est passionnant. Pourquoi ce livre ? Déjà parce qu'il est puissamment visionnaire, il faut imaginer que ça a été écrit dans les années 70, et que beaucoup de détails réalistes sont d'actualité. Alors déjà, on a le don de sperme à tous les étages. Ouais. Ça, c'est déjà d'actualité. La violence des femmes aussi, je sais pas si tu La violence des femmes. Les hommes qui sont castrés. Alors ça, c'est ce que nous, on appelle les cucks. Enfin, c'est exactement ça. Les larbins de la moule. Les hommes qui sont transformés en objets sexuels, c'est de plus en plus le cas avec des choses comme, par exemple, l'application Adopte un mec ou équivalent. Et donc on a toute cette galaxie de thématiques, et puis aussi on a un ouvrage fondateur qui invite à la pensée. Parce qu'au fond, malgré le mantra que la femme est censée être l'avenir de l'homme, on ne se pose jamais cette question. Qu'est-ce qu'une société dominée et dirigée par les femmes apporte de plus qu'une société dominée et dirigée par les hommes ? Et là où quelque part Robert Merle a fait un excellent travail, c'est que sa conclusion, c'est que ça n'apporte rien et que les dérives que l'on peut éventuellement voir du côté des hommes sont tout à fait répliquées du côté des femmes, voire même amplifiées. Il y a des jeux particulièrement tortueux et nauséabonds entre les femmes pour essayer ou bien d'obtenir les faveurs d'un homme, ou bien d'obtenir des rôles de pouvoir, etc. Bref, c'est un ouvrage fascinant, un très bon livre, en plus c'est très bien écrit, avec un rythme enlevé, tout ce que j'aime, donc je ne peux que le conseiller pour le lecteur Red Pill amateur. Martial. Alors, pour ma part, au début je pensais conseiller un Bukowski ou alors Vanité de Duos de Kerouac, mais je me suis souvenu qu'il y a peut-être plus sympa, plus immédiat,
Les 12 règles pour une vie, un antidote au chaos de Jordan Peterson sont sortis en français. Et c'est pas tous les jours qu'on trouve un bouquin pilule rouge en tête de gondole dans toutes les FNAC de France et de Navarre. Donc il faut en profiter. En plus, vous pouvez offrir ça la paix dans l'âme. Hein. Il y a marqué dessus l'un des plus importants penseurs actuels, le phénomène mondial. Voilà, donc... Pour les débutants pilule rouge, hein, Jordan. Ah oui, c'est le débutant. Voilà. Mais c'est quand même un livre qui prône la discipline, la maîtrise de soi, le courage. Voilà, c'est qualités viriles oubliées, mais souvent jugées toxiques par le sous-homme contemporain. Ça se lit facilement, c'est assez agréable. Vous avez besoin d'aucun bagage antérieur. Et alors, je vais quand même vous spoiler les 12 règles. Hein. Règle 1, tenez-vous droit. Règle 2, prenez soin de vous comme vous le faites avec les autres. Règle 3, choisissez pour amis des gens qui souhaitent ce qu'il y a de mieux pour vous. Mine de rien, c'est plus difficile à faire qu'à dire. Règle 4, comparez-vous à la personne que vous étiez hier et pas à quelqu'un d'autre. Règle 5, défendez à vos enfants de faire ce qui vous empêcherait de les aimer. C'est intéressant. Règle 6, balayez devant votre porte. Règle 7, concentrez-vous sur l'essentiel et non sur l'opportun. Règle 8, dites la vérité. Règle 9, partez du principe que celui que vous écoutez en sait plus que vous. Règle 10, soyez précis dans votre discours. Règle 11, ne dérangez pas les enfants quand ils jouent au skateboard. Et règle 12, caressez les chats que vous croisez dans la rue. Je l'ai lu récemment, c'est vraiment pas mal. C'est pour débutants, mais c'est très agréable et franchement, je le conseille. Est-ce que tu caresses les chats que tu croises dans la rue, Martial? Absolument. Bah, pareil. Lecteur Red Pill avancé, peut-être avant les boomers, pour rester dans la cohérence. Moi, pour le Red Pill avancé, j'ai pas un bouquin spécifique, mais comme le faisait remarquer Ralph, il y a beaucoup de livres qui prennent une autre teinte, disons, quand on a gobé la pilule rouge, et j'en ai 3 en particulier à conseiller. D'abord parce qu'ils sont très beaux, tous les 3, et ensuite parce qu'ils sont extrêmement intéressants de ce point de vue-là. D'abord, il y a La promesse de l'aube, Romain Gary, en particulier sur à quel point un rapport avec une mère extrêmement aimante, hein, mais extrêmement dure, psychologiquement peut pourrir la vie de l'homme. Il y a tout le côté imposture littéraire qui est très intéressant dans cette œuvre, parce qu'il y a la performance artistique à l'intérieur de l'œuvre, qui est aussi intéressante. Je conseillerais également, alors on va rester dans la thématique de l'aube, hein. Je conseillerais également Tous les matins du monde, de Pascal Quignard. C'est un bouquin très beau. Le film est magnifique, mais le bouquin est très beau aussi. Et là encore, sur l'hystérie, sur certains comportements, c'est très bien vu. Et enfin, Les vestiges du jour, de Ishiguro. C'est l'histoire d'un butler, d'un majordome britannique. Et finalement, c'est l'histoire d'un homme qui ne sait vivre que dans la servitude, que au service de notre, mais qui quelque part aussi nous renvoie à notre propre condition, c'est-à-dire pouvons-nous réellement vivre sans avoir quelque chose de plus grand que nous, auquel nous rattacher. Et d'un point de vue Red Pill, à la relecture il y a 2 ans, j'ai trouvé vachement intéressant. Voilà donc pour mes conseils pour ce lecteur-là. Dans tous les cas, c'est du beau livre. Dernier livre, prix Nobel, auteur prix Nobel de littérature. Oui. Donc voilà, c'est du très très lourd. Oui, juste, je voudrais préciser 2 petits trucs. Alors déjà, je suis étonné qu'en restant dans la thématique de l'aube, tu n'aies pas conseillé de tenir jusqu'à l'aube. Alors que Martial, qu'est-ce que tu fous? Non, et puis autre chose que je voulais juste mentionner vite fait, le film La promesse de l'aube qui est sorti il y a 1 an à peu près, avec Pierre Ninet et Charlotte Gainsbourg, est pas mal du tout. La photo est vraiment propre. C'est plutôt bien. J'avais adoré le bouquin. Le film ne m'a pas vraiment déçu, donc j'encourage éventuellement nos auditeurs à aller le regarder. Bah,
pour moi, la Red Pill, c'est la déconstruction de l'idéologie moderne, la déconstruction de la pensée magique moderne. Et j'ai envie de dire, faut arrêter de tourner en rond. Une fois qu'on l'a mangé, on l'a mangé. Il n'y a pas besoin de ressasser les choses à l'infini. Ça, c'est un côté intellectualiste à la française. Donc, quand vous avez un pote Red Pill, vous lui offrez pas de bouquin, vous lui offrez du matos de sport, vous lui offrez une bonne bouteille. Vous allez picoler dans un bar avec lui, et puis vous allez discuter, et puis voilà quoi. La vraie vie, seulement la vraie vie. Et alors de mon côté, au niveau des romans pour les Red Pill avancés, j'ai Terre des Hommes de Antoine de Saint-Exupéry. Alors c'est un roman étrange dans son fond, parce que c'est un peu une collection de récits et d'anecdotes plus qu'un récit suivi avec une progression chronologique et linéaire. En fait, c'est plutôt un hommage aux pilotes de l'aéropostale, à leur sacrifice du quotidien et à la bravoure de l'homme qui repousse les limites, qui part en mission sans savoir s'il va en revenir. On aura tous un récit qui nous plaira plus qu'un autre dans ce livre. Moi, j'ai été frappé par celui de son avarie dans le Sahara, par la description détaillée d'une longue et desséchante agonie. Frappé pour deux raisons. La première, parce que cette description est le pendant tragique de l'histoire du Petit Prince. Dans Le Petit Prince, et vous l'avez probablement tous lu, vous avez ce pilote perdu au milieu du désert qui rencontre le personnage du Petit Prince, l'enfant, et il naît une forme de sympathie, une amitié qui va se prolonger et qui se fera par l'intermédiaire de récits. Dans Le Petit Prince, la misère s'efface face à la joie de la venue de cet enfant des étoiles. Dans Terre des Hommes, eh bien c'est l'inverse. On comprend l'ampleur du désastre, on comprend la soif, on comprend le sirocco qui brûle les poumons, on comprend le soleil qui grille la peau et les deux mandarines comme seule chance de survie. Et la deuxième raison, elle est plus personnelle en fait, c'est parce que j'ai passé une grande partie de ma jeunesse à gravir et à courir les dunes du désert égyptien dans ce pays étranger et un peu hostile, et que donc je me suis senti assez proche finalement de ce récit fait par Antoine de Saint-Exupéry. En tout cas, Terre des Hommes, c'est un récit magique dans son écriture, et il y a des choses absolument magnifiques. Et en plus, c'est un hommage à l'homme, alors que souvent dans le côté Red Pill, on a une approche un peu négative, on a tendance à critiquer les féministes, à critiquer le comportement de la femme. Terre des Hommes, c'est un appel à devenir un homme meilleur, à devenir un homme bien. Et ça m'a vraiment séduit dans ce livre, et c'est pour ça que je le recommande. Très bien. Est-ce qu'on passerait à la cousine féministe ? On a encore les boomers, les gauchias et la cousine féministe. Ah, les boomers. Ouais. Qui voudrait commencer pour les Eh boomers ? ben moi j'ai un truc pour les boomers. Pour les boomers, je conseille Le Cri du Peuple de Vautrin. Alors Le Cri du Peuple d'abord parce que c'est un très beau roman. Il y en a aussi une version BD par Tardy qui est très bien. Alors Le Cri du Peuple, c'est du grand roman historique à la française, dans la tradition du roman feuilleton. De façon dessus. Il y a une foule de personnages secondaires, il y a des personnalités historiques qui font des caméos, voilà, c'est énorme. Tout se passe sur quelques semaines, donc c'est au Mont de la Commune de Paris, hein. Donc entre l'épisode des canons du 18 mars, au cours duquel un des personnages principaux, Tarpagnan, jeune officier, refuse de faire tirer sur la foule et donc contraint à déserter. Et ça se termine avec la boucherie de la semaine sanglante. L'itinéraire personnel des protagonistes croise la grande histoire. Donc déjà, si vous ne connaissez pas l'histoire de la Commune de Paris, c'est un très bonne entrée en matière. Et on la connaît pas, on la connaît mal, on l'étudie très peu, alors que ça mériterait qu'on s'y intéresse. D'ailleurs, au passage, sur YouTube, Henri Guillemin a une série d'émissions dessus, ça dure 6 heures, mais on les voit pas passer, c'est magnifique, extrêmement intéressant. Donc, ouais. Oui. Au-delà de l'aspect historique, Le Cri du Peuple a d'autres mérites. D'abord, la langue, elle est très belle. Et elle se plie à merveille aux différents interlocuteurs. On entend l'accent de chacun, on entend la gouaille. Mais aussi le fait que le roman présente une révolte populaire pour ce qu'elle est. Et ouais, une révolte populaire, c'est crade, c'est bordélique, ça part dans tous les sens, ça sait pas où ça va, c'est violent, et c'est parfois sordide. Et pourtant, c'est légitime. Et donc, je le conseillerais à
C'est ça. En fait, je le conseillerais aux boomers parce que je le conseillerais en fait à ceux qui, tout en comprenant du fond de leur salon douillet les angoisses et questionnements du peuple, déplorent que décidément ce peuple manque de politesse, surtout quand il se permet de gêner les courses de Noël. Donc c'est agréable, c'est lisible, et si en plus votre boomer se targue d'être de gauche, il ne pourra pas ne pas le lire. Voilà. Ça existe un boomer pas de gauche? Bon, il doit bien y en avoir quelques-uns. Ouais, il doit pas y en avoir beaucoup. Quel Est-ce que vicieux ce Martial. Est-ce que j'enchaîne sur les boomers, moi? Vas-y. Alors un boomer, c'est quoi? Un boomer, c'est la génération de décadents qui étaient adolescentes ou jeunes adultes dans les années 60 et qui n'a eu pour seule ambition, durant toute son existence, que de jouir, qui a liquidé l'héritage et la tradition française, qui s'est gavé comme une oie à n'en plus pouvoir, et qui continue, en plus, à nous faire des leçons de morale aujourd'hui. C'est une génération de porcs, c'est une génération de gros dégueulasses. Alors, leur particularité, c'est qu'ils ont une vision du monde ultra simpliste. Ils ont vécu toute leur vie avec une idéologie de bisounours. On est tous égaux, on s'aime tous. Les boomers, ce sont des hippies de merde, comme dirait Cartman dans South Park. Ils ont aussi le monopole de la morale, faut le savoir. Ils sont le bien. Ils sont le bien, ils se voient comme de grands humanistes, de grands progressistes de gauche. Et puis surtout, alors même qu'ils sont cons comme des bites, mais allez comprendre pourquoi, ils ont le monopole de la culture. Alors on a tous des connards de boomers dans nos familles, malheureusement. Et la plupart des gens qui nous écoutent vont être obligés de leur acheter un cadeau. Déjà, dépenser du pognon pour un gros boomer de merde, moi personnellement ça me fait déjà mal au trou de balle, ça me dégoûte parce qu'ils nous ont ruinés, ils nous ont volé notre vie. C'est une génération qui pour jouir, c'est une génération doublement oedipienne. Pour jouir, elle a tué le père, et pour continuer à jouir, elle tue ses enfants, c'est-à-dire qu'ils continuent à voter comme des gros cons. Ils tiennent toutes les places influentes. Nous vivons dans une gérontocratie, dédicace à Kim Noisette. Ils ont enfanté en plus la gauchiasserie moderne dont on parlera tout à l'heure et qui va encore nous pourrir la vie pendant très 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 longtemps. Alors bien sûr, on pourrait être tenté de leur offrir un livre pour leur mettre leur nez dans leur merde, comme tu as voulu le faire, Martial, genre Guérilla d'Oberton ou un bon ouvrage de collapsologie. Mais je crois que de toute façon, ils sont incapables de comprendre quoi que ce soit. Le cerveau, c'est comme un muscle. Et quand on s'en est jamais servi, il devient complètement atrophié. En gros, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, vous ne ferez jamais rien rentrer dans le crâne d'un putain de 68 arts. C'est impossible, c'est peine perdue. Donc voilà, pas de livre pour les putains de jouisseurs 68 arts, ça sert à rien. De toute façon, ils vont bientôt crever. Offrez-leur de la bouffe, des trucs bien gras, pour qu'ils se gaffent comme des truies. Offrez-leur un god pour qu'ils se le foutent dans le fion. Rien à foutre. Dépensez pas plus de 3 € par contre. C'est déjà trop pour eux. Achetez de la bonne merde Made in China bien pourrie. C'est tout ce que mérite un connard de boomer pour Noël. Voilà. T'as un conseil de lecture pour les boomers, Mas? Alors, bon, on va rester un peu dans la même veine. Moi, ce que j'avais à leur conseiller, et je dois faire une confidence, je n'ai découvert ce bouquin qu'en lisant Michel Houellebecq, Soumission, pour être précis. Formidable livre. Formidable bouquin. Ouais. J'ai envie de leur conseiller À rebours de Huysmans. Alors, déjà parce que À rebours est l'exact miroir de leur vie, c'est-à-dire À rebours est un livre rempli de vide, et À rebours est aussi une histoire de jouisseur. Des Esseintes, le personnage principal, est un jouisseur. Des estomacs et des bites. Ouais, des chattes. Un jouisseur qui arrive au bout de la logique de la jouissance, parce que à force de jouir de tout, il ne sait plus quoi s'inventer pour jouir et pour continuer à vivre. Il a toujours voulu vivre dans la jouissance, mais il ne sait plus comment continuer à créer de la nouveauté. C'est un accro à la nouveauté, un peu comme les boomers d'ailleurs. Et donc il s'invente des nouveautés. Alors il essaye d'aller voyager, mais bon, finalement il a la flemme, alors il rentre chez lui. Il essaye de faire il veut changer la tapisserie. Bon, après il décide d'avoir un orgue à parfum.
Ensuite, tout un tas de petites scénettes plus ou moins languissantes. C'est un livre interminable, très long, très, très lent, et je pense que la plupart des lecteurs en sauteront volontiers quelques pages. Mais en même temps, c'est un livre fondateur dans l'histoire littéraire française. C'est ce bouquin-là, par exemple, qui a permis l'apparition de livres d'introspection à la Proust. Et je pense que c'est un bouquin qui est parfaitement adapté aux boomers et autres jouisseurs, et je pense que ça leur fera un petit électrochoc. Mais achetez-le d'occasion au puce bien dégueulasse pour moins de 2 euros. Claquez pas d'oseille pour ces putains de boomers, ils vous ont déjà claqué tout votre oseille. Et ils vont crever heureux, et en bonne santé. C'est vraiment des ordures. Alors, il nous reste 2 catégories à couvrir. Par quoi on commence ? C'est le lecteur Red Pill, c'est ça ? Non, la gauchiasse et la féministe. Alors, la gauchiasse... Bon, on peut commencer par la féministe ? Très bien. Je peux commencer ? Ouais, comme tu veux. Vas-y, Martial, comme tu veux. J'avais promis, juré, craché, de parler de bons bouquins féministes, en assurant que ça existait. Donc pour la petite cousine féministe, je recommande d'aller taper dans Delphine Orviller, en tenue d'Ève. Alors Delphine Orviller, pour la présenter en 2 mots, c'est une femme rabbin, et en tenue d'Ève, c'est une réflexion sur le corps de la femme dans la Bible. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis absolument pas d'accord avec tout ce qu'elle développe. Mais on est quand même très très loin d'une Fiona Schmidt ou d'une Carole Five. Parce que ça n'est ni stupide, ni simpliste, ni géniard. C'est un vrai travail d'analyse, sérieux, documenté, elle a vraiment bossé. Le livre aborde plusieurs questions qui sont des questions intéressantes, notamment les notions traditionnelles de pudeur, de nudité, de voilement ou de dévoilement. Pourquoi est-ce que le corps de la femme est un enjeu religieux plus que le corps de l'homme ? Que signifie la nudité d'Ève, mais aussi celle d'Adam ou celle de Noé ? Est-ce que la pudeur imposée à la femme est ou n'est pas ? Et c'est pas très clair dans le bouquin, c'est pas sûr qu'elle soit pour et. Donc est-ce que c'est vraiment un outil de domination masculine sur la femme ? C'est pas sûr. Bref, c'est fouillé, c'est travaillé, c'est critiquable, mais c'est intelligent. Et ça ouvre le débat plus que ça ne le ferme. Donc si de toute façon votre cousine doit lire de la littérature féministe, faites-lui lire ça plutôt que Fiona Schmidt, quoi. Voilà, pour la petite cousine féministe. Ouais. Bah, moi, je voulais proposer du classique de chez Classique. Ouais. Madame Bovary, oui. Roman de Flaubert. C'est dommage, je vais pas pouvoir en parler pendant des heures parce que c'est un roman que j'adore. À la différence de Stendhal, dont j'avais souligné l'absence de style, Flaubert a du style. Alors, les 2 grands écueils dans la vie, quand vous parlez, c'est d'avoir de l'éloquence, vous serez ridicule. Et quand vous écrivez, c'est d'avoir du style, vous serez ridicule. Mais, sauf que Flaubert est un génie, donc il peut se permettre d'avoir du style. Et il y a d'autres génies qui peuvent se permettre d'avoir de l'éloquence, mais a priori, si vous m'écoutez, vous pouvez pas vous permettre. Alors, non, mais moi, je n'ai absolument aucune éloquence et aucun style. Enfin, en fait, si vous voulez avoir du style, il faut d'abord maîtriser formidablement l'écriture avant de vous permettre d'aller plus loin et d'aller dans le style. Et si vous racontez de la merde en ayant du style, vous êtes pédant, c'est à vomir. Donc ça n'a aucun intérêt. Mais Flaubert, c'est l'exemple d'un écrivain qui a du style, sans être pédant. Et voilà, c'est comme aller regarder la Chapelle Sixtine de Michel-Ange ou ce genre de choses. C'est des gens qui sont au sommet de leur art, de l'écriture. Voilà, moi, Flaubert, ça en fait partie. Donc déjà, rien que pour le style, rien que pour l'écriture, ça vaut le coup de l'offrir. L'histoire de Madame Bovary, tout le monde la connaît. C'est l'histoire d'une femme de médecin de province qui se rend un jour à un bal qui est donné par un marquis. Donc elle va voir un peu comment ça se passe dans l'aristocratie. Et puis le strass, les paillettes, ça va lui faire complètement tourner la tête. Elle va se mettre à détester sa vie. Et elle va devenir dépensière, irascible, insatisfaite chronique, mauvaise mère. En fait, elle va passer sa vie à penser qu'elle mérite mieux que ce qu'elle a. Et elle se suicidera en prenant de la morora, je crois, ou du cyanure. Oui, non, de la morora. Ouais, c'est de la morora. Donc elle va crever dans d'atroces souffrances pendant plusieurs jours. C'est évidemment le symbole
de la femme qui recherche l'impossible et qui va finir murée et seule avec ses chats, hein, sauf que là c'est décrit de manière romanesque. Bah, la morale de cette histoire, c'est que Madame Bovary, elle aurait mieux fait de rester à sa place. C'était une femme pas très intelligente, enfin, ni stupide non plus, ni belle ni moche. C'était une femme totalement dans la moyenne et elle avait aucune raison d'estimer qu'elle méritait mieux que ce qu'elle avait. Et le fameux bal du marquis d'Andervilliers qui va gâcher sa vie quelque part, bah, c'est les réseaux sociaux d'aujourd'hui. C'est la vision de ces riches qui nous montrent une vie que nous n'aurons jamais. C'est les applications de rencontres qui nous font miroiter des partenaires fantastiques que nous n'aurons jamais, qui exacerbent l'hypergamie sexuelle féminine. C'est ce bal du marquis d'Andervilliers, c'est aussi la propagande qui fait croire que la femme est formidable, qu'elle peut tout faire, que c'est une princesse, qu'elle mérite le meilleur de ce que le monde a à offrir. Et malheureusement, quand on est une femme et qu'on commence à croire à ce genre de chimère, eh bien on finit malheureuse, acariâtre. On crève seul et moche et débile. Voilà. Donc c'est un roman d'une brutale actualité. Et si ça peut faire comprendre à la jeune cousine féministe, à qui je n'en veux pas, puisqu'elle est baignée de propagande féministe, qu'elle ferait mieux d'avoir des rêves à sa mesure et qu'elle ferait mieux de se comporter en femme bien. Voilà. Alors, j'ajouterais un point sur ce roman. Il faut se souvenir que le titre du roman, c'est Madame Bovary, c'est pas Emma. Et que l'introduction du roman, c'est l'enfance de Charles. Donc, il faut s'intéresser à Charles. Oui, parce que ce pauvre Charles, il n'a rien fait. C'est vraiment le meilleur mari possible, quoi. On n'a rien à lui reprocher à cet homme-là. Ouais, c'est un mec irréprochable et qui va en crever. Et pourquoi ce roman? Parce que vous allez le lire aujourd'hui et vous n'allez pas forcément comprendre sa portée subversive. C'est que Flaubert a joué à un petit jeu, c'est que c'était la grande époque de la littérature coloniale, où les auteurs s'amusaient à décrire des sociétés sauvages, entre guillemets, sans aucun recul, sans aucune pudeur. Et en fait, Flaubert, il a singé cette écriture coloniale en décrivant les mœurs de province, le misérabilisme de la femme de province insatisfaite, et ça a profondément choqué à l'époque. Roman génial. Par contre, c'est sûr que la cousine féministe, elle va le lire, elle va probablement prendre parti d'Emma Bovary, si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que comprenne une jeune fille? Moi, je suis pour le patriarcat et la charia blanche, hein. Faut pas leur demander leur avis, parce que quand on offre des livres, c'est qu'on veut faire comprendre quelque chose à quelqu'un, et je crois pas qu'elle soit en mesure de le comprendre, mais bon, on peut essayer. Bon, alors de mon côté, j'ai essayé aussi de faire passer un message quand même. Alors j'ai hésité entre deux pièces de théâtre, pour le coup, pour diversifier un peu, changer les romans. Alors la première est une vieille pièce de théâtre. Quand je dis vieille, c'est qu'elle date de la Grèce antique. C'est l'Assemblée des femmes de Aristophane. Bon, alors j'ai pensé à celle-là parce que c'est la première pièce de théâtre qui dénonce le féminisme, quelque chose comme 2400 ans avant l'apparition du féminisme. Bref, c'est une énorme claque au niveau du côté visionnaire de l'auteur. Et puis finalement, j'ai eu envie de relire Les Précieuses Ridicules de Molière, et je me suis dit qu'il y avait là aussi de la matière pour la petite cousine féministe. Alors pourquoi est-ce qu'il y a de la matière pour la cousine féministe? Déjà parce que c'est une pièce relativement courte, donc qui correspond à son côté zapping de la vie. Je pense qu'elle arrivera à caser ça entre 2 séances Tinder, ou bien une séance d'UV et une séance de maquillage. Et puis aussi parce que, mine de rien, Les Précieuses Ridicules sont d'une actualité brûlante. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin ça a quand même 350, 400 ans, c'est un peu vieux. Eh bien écoutez, franchement, en le relisant, j'ai été ébloui par le côté visionnaire de Molière. Alors visionnaire parce qu'il décrit les rapports hommes-femmes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un jeu de dupes, un jeu finalement où les jeunes filles essayent d'avoir quelque chose de mieux sans vraiment trop définir ce que c'est que mieux, ne sont jamais vraiment satisfaites de ce qu'elles ont. Et en même temps, il décrit tout le processus, il décrit toute la technique de comment rendre un jeune homme complètement fou, amoureux et désespéré. Il décrit le processus aussi des relations entre les filles et le père. Bref, pour la petite cousine féministe, c'est une mine d'or. Il y a beaucoup de choses à apprendre.
et je pense que ça peut être fort utile. Voilà pour mon conseil lecture. Ouais. Bon, on peut offrir tout ce qu'on veut à la cousine féministe, elle le lira pas de toute façon, elle est trop occupée. Elle est trop occupée à jouir de la Bon, vie. et je crois qu'on finit quand même sur la catégorie la plus intéressante. Le gauchias. Est-ce que vous avez des gauchias dans votre famille, vous? Bien entendu. Alors moi, j'ai- surtout la belle famille, ouais. Moi j'ai de la gauchiasserie, ouais. J'ai un peu de gauchiasserie dans ma famille. Alors, moi, pour eux, je conseille un combo. Alors, il y a un classique et un autre classique, mais moins connu. Et je pense qu'ils se marient très bien ensemble. D'abord, il y a 1984, parce que voilà, ça reste quand même indépassable. Et pourquoi 1984? Parce que on y est, on a tout. On a la police de la pensée, la collaboration active au processus de normalisation, un peuple abruti de jeux et de porno, et le tout au nom du bonheur, de la liberté, de l'égalité, une société plus juste. Ce que j'aime bien associer à ça, c'est Le Talon de Fer de Jack London, qui est un roman d'anticipation. Enfin, un roman, c'est une novella, ça fait 100 pages, quoi. Qui raconte une révolution socialiste aux États-Unis dans les années 20, je crois, hein, puisque donc il écrit ça vers 1900, donc ça se passe dans l'avenir pour lui, et qui est également une révolution qui part sur les meilleures intentions du monde et qui va comprendre des bains de sang, un truc absolument ignoble. Donc je trouve que l'un plus l'autre, ça fait une bonne base à offrir, quoi. Ouais. Alors moi, le gauchias, c'est l'enfant du 68 art. C'est-à-dire qu'on est passé dans un stade supérieur de décadence. On pensait pas que c'était possible, mais en fait c'est possible. Le gauchias nous le démontre tous les jours. Et donc on va lui offrir un bouquin quand même, parce qu'on estime qu'on peut encore le sauver, parce qu'il est jeune. Voilà. Mais j'ai peu d'espoir. Je vous le dis franchement, j'ai peu d'espoir. Et moi, le livre que j'aurais envie d'offrir à une gauchias, c'est Les Possédés de Dostoïevski. Ah, c'est magnifique. C'est un pavé. Ça fait certainement plus de 1000 pages. Moi, je l'ai lu en édition de poche. J'avais 2 gros bouquins de 700 pages. Mais ça se lit très bien. C'est facile à lire, Dostoïevski. Hein. Finalement, on croit que c'est un auteur complexe, mais pas du tout. C'est plutôt simple à lire. Sa pensée est complexe, mais la manière de l'exprimer ne l'est pas. Et Dostoïevski, il faut comprendre que c'est un homme qui, à force de réflexion, est devenu un parfait conservateur, un parfait nationaliste, un homme qui a compris l'importance de la pensée transcendante. Donc c'est un anti-moderne absolu. Et il a voulu montrer dans ce roman les conséquences de la pensée révolutionnaire. Et la pensée révolutionnaire, il les met en scène au travers de personnages qu'il nomme les ennemis de la Russie, qui sont des socialistes et des nihilistes. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la grande histoire de la Russie que vous aurez dans le roman, mais on comprend que c'est un roman totalement actuel, puisque c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, les démons, alors Les Possédés, ça s'appelle aussi Les Démons. Moi, il me semble que je l'ai lu dans une édition qui s'appelait Les Démons, donc en fait c'est le même livre. C'est le récit du passage de la dégénérescence à la décadence. Les dégénérés et les décadents, c'est 2 choses complètement différentes. Et en général, il y a d'abord la dégénérescence et il y a ensuite la décadence. Les dégénérés, c'est ceux qui vont reproduire le passé sans en comprendre le sens, sans se poser de questions, qui vont sacraliser à outrance les traditions et qui vont devenir complètement débiles. Et cette génération, elle va enfanter des êtres qui vont, par rébellion, faire table rase du passé. C'est un processus immuable de toutes les décadences dans l'histoire. Et voilà, la dégénérescence précède toujours la décadence, parce que pour vouloir faire table rase du passé, pour avoir envie de chier sur ses ancêtres sur 1000 générations, il faut mépriser ceux qu'ils symbolisent, c'est-à-dire la génération qui nous précède. La décadence chez nous, je la situerais au 19e siècle, et avec les 2 guerres, et cette génération a donné naissance au boomer, le boomer à qui j'ai conseillé d'acheter un God à 3 €, et pas un bouquin. Et si vous tombez sur une gauchias intelligente, je pense qu'il comprendra le message, parce que le message dans Les Démons est assez clair, et c'est un roman sur lequel je peux pas trop m'épancher, mais c'est un roman immense. C'est immense.
c'est monumental, c'est fantastique, c'est... Voilà. Surtout si un jour vous voulez écrire dans votre vie, ne lisez pas Les Possédés de Dostoïevski juste avant parce que ça va vous décourager pour toujours. C'est à tomber par terre. Voilà. Ouais, j'ajouterais une chose sur les rapports générationnels dans Les Possédés. Et aussi le fait que y a un personnage, alors j'espère ne pas écorcher son nom parce que je vais le faire de mémoire, donc il me semble que c'est Stepan Trofimovic, qui est l'ancien professeur qui en fait a jamais enseigné et qui est soi-disant un grand intellectuel dangereux pour le régime, sauf qu'il a jamais rien écrit, voilà, mais qui est l'incarnation parfaite du virtue signaling, d'une part, et qui est tout à fait l'intello bourgeois à la BHL, quoi. Vous lisez les démons de Dostoïevski, vous avez l'impression que ça a été écrit hier, quoi. Ouais. C'est troublant, c'en est presque troublant. Et puis il y a ce côté, voilà, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, c'est-à-dire que le Gauchias, il va le lire comme un récit russe du 19e, alors qu'en fait, ça parle de lui. Il aura beaucoup plus de facilité à accepter certaines choses d'une société qu'il ne connaît pas. Mais bon, tout comme la féministe, j'ai peu d'espoir pour le Gauchias. Je pense qu'il est foutu pour toujours. Mais à la différence du boomer, je pense le Gauchias d'aujourd'hui va connaître beaucoup de déconvenues à l'avenir. Ça va être beaucoup plus difficile pour lui que pour le boomer qui, a priori, va jouir jusqu'au bout. Moss. Alors, j'ai décidé de sortir l'artillerie lourde pour celui-là. La Gauchias, j'estime qu'il ne faut pas lui faire de cadeau, et là en particulier, je pense que j'aurais été jusqu'au bout. Alors, je vous conseille d'acheter l'intégralité de l'archipel du Goulag. Alors, vous en trouverez des éditions abrégées qui font déjà un bon millier de pages. Eh bien non, je vous conseille d'offrir l'intégrale, tous les volumes, tous les tomes, allez-y. Bon, déjà parce que on va pas se leurrer, hein, dans une manifestation de gilets jaunes, un seul tome de l'archipel du Goulag suffirait aisément à assommer 2 ou 3 CRS. Mais en plus de ça, sachez que chacun de ces tomes contient un paquet d'informations pour dégoûter n'importe quel gauchias idéologique délirante de la réalité du communisme et de ses dérives. Alors c'est un bouquin monumental, c'est une fresque plus qu'un livre, c'est la fresque des goulags, la fresque des emprisonnements arbitraires. Écrit par qui ? Écrit par Alexandre Solzhenitsyn. Solzhenitsyn ou Solzhenitsyn ? Moi je dis Solzhenitsyn, mais okay, ouais, peut-être que je... Bon, peut-être que j'écorche son Moi aussi. Donc c'est une fresque, c'est monumental, il y a des tonnes de petites scènes, ça va de son arrestation qui se fait dans des conditions complètement opaques, il ne sait pas vraiment pourquoi il est arrêté, on lui dit pas trop, c'est un peu le procès de Kafka du côté de l'arrestation en version réelle, c'est-à-dire que pour de vrai, ouais. C'est une histoire vraie pour le coup. Il y a toute la description du quotidien des goulags. Alors, vous avez la faim, ce qu'on leur donne à manger, les conditions d'emprisonnement, la taille des cellules, les types de prisonniers, en fonction du type de prisonnier, où est-ce qu'ils vont, comment ils sont torturés, enfin la totale. Vraiment, même le communiste le plus enthousiaste, le communiste le plus fervent serait dégoûté en lisant l'intégralité de ce livre. C'est un chef-d'œuvre de ce point de vue-là. Il faut savoir aussi que c'est un chef-d'œuvre qui a été longtemps caché parce que avant d'être publié, il a été longtemps circulé sous le manteau parce qu'à l'époque absolument pas publiable en la présence du régime communiste. Mais voilà, maintenant vous y avez accès, vous pouvez l'acheter et surtout vous pouvez l'offrir aux gauchias qui vous cassent les pieds avec des idées grandiloquente sur le partage, l'égalité entre tous, etc. Ouais, parce que vous en privez pas, faites-le. Le gauchias, ce qu'il préconise, c'est le retour au goulag, même s'il le sait pas. Est-ce qu'on a fait le tour, messieurs ? Eh bien, écoute, je crois que nous avons fait le tour, en effet. Mais moi, je crois qu'on a parlé de plein de jolis livres. Ouais. Offrez des livres pour Noël. Oui.
N'offrez pas des grosses merdes, Made in China, de la connerie. Offrez des livres, mangez bien, passez du bon temps en famille, parce que la famille c'est sacré. Même si vous avez un oncle boomer et une petite cousine gauchiasse, essayez d'en profiter au max. C'est quand même la famille. C'est quand même la famille. Et puis, j'ai envie de dire, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Café des Hommes. Probablement 2019 du coup. Peut-être 2019 ? Oui, je pense qu'on va faire une pause sur la dernière semaine de l'année. Très bien. D'autant que vraisemblablement, la semaine prochaine, on sera au café, mais en vrai. Oui, parce qu'on se retrouve, Voilà. on se retrouvera tous les trois à Paris. Voilà, donc on sera très occupés à picoler. Et en tout cas, donc, je souhaite à tous nos auditeurs de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à 2019. Pareillement, excellent Noël à tous, la santé, le bonheur, etc. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Au revoir tout le monde.